possibilité de remise en question, une volonté de juger avec une sorte d'impartialité. Mais on le sait, celui qui croit à la théorie du complot, il est déjà dedans. Il est alimenté comme par une sorte de surenchère. Une surenchère de la... Moi j'appelle ça du pathos, c'est-à-dire on est dans la passion, la descente progressive vers la passivité, qui fait je suis tellement dans mon pathos que ma raison ne peut plus raisonner. C'est-à-dire que le désir de trouver un complot, le désir devient le geôlier de l'âme, comme dirait Platon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver, on ne peut pas se sortir de cette zone d'opinion et de manque de réflexion absolue. Donc c'est intéressant de voir comment l'intelligence humaine est capable de se réapproprier des concepts, les sortir du contexte, les redéfinir de manière complètement, infondée, sans que certains se disent qu'il faudrait pas revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire ceux posés par vraiment les étymologies, les sens particuliers. Comment on alimente tout ça? Et puis effectivement, ça m'interpelle beaucoup ce que tu as dit, que personne ne vient dire enfin tu veux pas un peu réfléchir, 22 minutes, c'est grossier, une histoire grotesque, c'est pas possible. C'est vrai que l'humour, ce serait un bon moyen, mais comme ils sont ceux qui sont dans les vies du complot, ça alimenterait peut-être et ça renforcerait le pathos, c'est-à-dire la pathologie. Et quand les gens sont un peu fous et pour rajouter du pathos, ils peuvent être dangereux peut-être. C'est là où il faut être un peu prudent si on n'est pas courageux. Voilà. Peut-être revenir sur la question aussi des motivations que j'ai évoquées par rapport à ces complotistes. Je me suis rendu compte en regardant quelques carrières de ces anti-maçons que certains avaient été amenés à mener certains combats, notamment en justice, et puis ils ressentaient une espèce de vide. Et c'est la volonté d'occuper ce vide qui a fait qu'ils se sont investis dans ce nouveau combat. Et c'est quelque chose qu'on retrouve. Ils veulent mener un combat, ils veulent changer le monde. Il y a aussi le fait de faire partie d'une élite, de ceux qui savent. Et donc on retrouve ça notamment chez les jeunes qui vont chercher des informations sur Internet et qui disent « j'ai découvert que ». Et alors ils peuvent être amenés à prendre aussi une posture de martyr. C'est quelque chose de dangereux, c'est un combat dangereux qu'ils sont en train de mener. On a eu le cas par exemple d'un jeune chanteur qui avait diffusé un clip anti-maçonnique où on voyait des personnes enlever un franc-maçon pour l'égorger dans une baignoire. Comme ça. C'était balancé il y a YouTube. J'avais rédigé un article à ce propos-là. Il y avait eu toute une série de réactions et il y avait un représentant du Grand Orient de France, maintenant Cédor, qui avait essayé de rentrer en contact avec ce jeune en disant je veux bien discuter avec toi, je veux bien qu'on échange, viens au musée de la franc-maçonnerie, je t'expliquerai de quoi il s'agit. Et tout de suite, il avait évidemment relayé cette invitation sur son propre blog de jeunes artistes, et d'autres étaient intervenus en disant fais gaffe, ne va pas tout seul. Et donc, vraiment, l'impression qu'ils prennent des risques. Et c'est constaté aussi dans une certaine littérature. Il y a cette fameuse thèse sur Jack l'Éventreur, qui serait un franc-maçon. L'auteur de cette thèse, Stephen Knight, on a tiré de son livre le film Meurtre par décret et la bande dessinée formelle. Donc tout ça a fait un succès extraordinaire. Certaines personnes prennent cela pour argent comptant. Ce n'est pas pour une fiction. Puis il y a d'ailleurs quand même quelque chose de particulier qui a été pointé par Henri Markov, qui est aussi un sacré complotiste. Eh bien, c'est que Knight est mort à l'âge de 33 ans, victime d'une tumeur. Quand on s'intéresse à la franc-maçonnerie, on meurt à l'âge de 33 ans, ceci n'est évidemment pas tout à fait innocent. Dans la même veine, vous avez un livre qui s'appelle Secret of the Masons, américain, et qui pose la question, donc en bandeau, pourquoi l'homme qui a révélé les secrets des maçons a-t-il été assassiné, puisque après publication des notes, l'auteur aurait été assassiné. Alors ces gens vont prendre effectivement des éléments des serments maçonniques qui ont parfois été édulcorés ces derniers temps, qui sont un peu sanglants, et ils le prennent littéralement. Voilà, c'est effectivement écrit quelque part, mais pour eux, c'est quelque chose qui est appliqué. Donc là, il y a une véritable vigilance par rapport à ces textes.
Je parlais tout à l'heure très rapidement des évangéliques. Il y a évidemment un très fort combat qui est mené par eux, et par notamment une personne qui s'appelle Michel Dacier de la Vigerie, qui est une véritable gourelle. Même dans les milieux évangéliques, tout le monde ne l'apprécie pas, parce que c'est une personne qui est très forte donneuse de leçons. Et alors certains ont essayé d'engager le dialogue avec elle. Donc, dénonce les crimes satanistes des maçons, et quelqu'un comme Philippe Benamou, l'auteur de la franc-maçonnerie pour les lunes, a essayé d'intervenir gentiment et de manière un peu humoristique, c'est un marrant, notre ami Philippe, mais il s'est fait bloquer au bout d'un moment parce que, selon Michel Dacier de la Vigerie, il profitait de ses commentaires pour faire passer des messages secrets à ses frères maçons. Par ailleurs, son blog a été à un moment attaqué. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous tiennent des blogs, vous savez faire très fréquemment des blogs, des attaques contre les blogs, et alors elle dit, à l'heure même où on détruisait mon blog, un de mes amis pasteurs qui dénonce aussi la franc-maçonnerie s'est vu infliger en même temps contrôle fiscal de son église, contrôle fiscal personnel et contrôle URSSAF. Je sais additionner 2 et 2. Si vous aimez les statistiques, il n'y a pas une chance, 1 milliard, pour que ce soit autre chose que des membres influents de la franc-maçonnerie qui aient pu attaquer simultanément mon blog depuis des formations en Palestine et en Pologne, et c'est ami par 3 grosses administrations françaises. Voilà donc les preuves du complot, tel que cette dame les véhicule. Cette dame organise des séminaires en France et en Belgique, des séminaires de délivrance, puisque les francs-maçons ont effectivement une responsabilité selon elle et entraînent, leur appartenance à la franc-maçonnerie a des conséquences néfastes pour les générations qui suivent, donc pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Donc pour cela, il faut délivrer ces enfants victimes de l'appartenance maçonnique de leurs parents, grands-parents, etc.